Nous allons à présent voir comment valider les hypothèses du chercheur au départ du calcul de variables W et C. Nous allons également voir comment poser les équations des modèles compacts et des modèles augmentés dans les cas des plans mixtes. Précédemment, nous avions vu que quel que soit le type de plan, on commençait toujours systématiquement par calculer une variable WOI. Cette variable WOI consistait à additionner toutes les mesures répétées par individu statistique et à diviser cette addition par la racine carrée du nombre de mesures répétées. Nous ferons également cela lorsqu'on travaillera avec des plans mixtes. Pour ce faire, on peut utiliser le menu Compute. Je me rends dans ma base de données, je vais dans Transform, Compute Variable et je précise en Target Variable que je vais créer une variable qui s'appelle WOI. Je vais y additionner toutes les mesures répétées par sujet. Vous voyez qu'il y en a 3. Je les additionne. Pensez bien à mettre toute l'addition entre parenthèses pour une raison de propriété des opérateurs mathématiques. Et ensuite, diviser le tout par la racine carrée du nombre de mesures répétées, à savoir 3. Pour rappel, la racine carrée s'écrit SQRT dans SPSS et on place entre parenthèses le nombre que l'on veut placer sous la racine. Comme toujours, dans l'output, on voit apparaître un petit message nous signalant que le compute a été effectué. Et dans la base de données, une nouvelle variable WOI a été créée. Ensuite, lorsqu'on travaillait avec des plans nichés, c'est-à-dire lorsqu'on étudiait exclusivement des facteurs de type inter, nous avions vu qu'il convenait de transformer les variables indépendantes en m-1 code contraste, où m correspondait au nombre de modalités du facteur inter. Dans le cas présent, puisque notre facteur inter-hyperactivité ne contient que 2 modalités, un seul contraste suffira, à savoir C1. Lorsqu'on travaillait avec des plans croisés, c'est-à-dire lorsqu'on travaillait exclusivement avec des facteurs de type intra, nous avions vu que tous les codes qui correspondaient à un facteur de type intra étaient transformés en score W. Nous allons combiner ces deux techniques lorsqu'on travaillera avec des plans mixtes. Je vous remets ici les différents contrastes que nous avions choisis dans notre design pour traduire les hypothèses du chercheur. C1 était le contraste qui se rapportait à l'effet principal du facteur hyperactivité. Ce contraste C1 devra être encodé dans la base de données puisqu'il correspond au facteur inter. Les contrastes C2 et C3 se rapportent à l'effet principal du facteur médication, soit le facteur intra, et devront donc respectivement être transformés en deux variables W2 et W3. Commençons par la création de la variable C1. Pour ce faire, nous allons devoir faire deux choses. Dans un premier temps, nous allons devoir vérifier dans SPSS quel est le code dans la variable hyperactivité que nous avions choisi pour décrire les hyperactifs d'une part et les non-hyperactifs d'autre part. Ensuite, nous devrons nous assurer pour que dans SPSS, les codes correspondant respectivement à chacun de ces groupes soient transformés en -1 pour les hyperactifs et 1 pour les non-hyperactifs. Le menu que nous avions vu qui permettait de faire ce genre de choses était le menu Transform Recode into Different Variables. Je retourne à nouveau dans ma base de données. Je vais d'abord vérifier quels sont les codes attribués aux hyperactifs d'une part et aux non-hyperactifs d'autre part, et cela peut se faire en se rendant dans le variable view, en regardant l'option value de la ligne qui se rapporte au facteur hyperactivité, et ici on constate que tous les hyperactifs ont été codés 1 et que tous les non-hyperactifs ont été codés 0. Compte tenu des contrastes que nous avons choisis, nous constatons que tous les sujets codés 1 dans la variable hyperactivité devront être codés -1 dans la variable C1 et qu'au contraire tous les sujets codés 2 dans la variable hyperactivité devront être codés +1. Une fois que j'ai bien compris cela, je me rends dans Transform Recode into Different Variables. Je fais passer dans la fenêtre centrale la variable hyperactivité puisque c'est cette variable que je vais utiliser pour créer C1. J'introduis C1 dans l'output variable et je clique sur Change pour que le programme comprenne que la variable hyperactivité sera transformée en C1. Après avoir fait ceci, on se rend dans Alt and New Values. Je l'ai déjà fait précédemment, donc je vais le refaire pour bien vous remontrer la manipulation. Dans la partie gauche de l'interface, j'encode tous les codes qui étaient attribués dans la variable hyperactivité, soit celle que j'ai envie de transformer. Dans la partie droite de l'interface, je vais encoder les codes que je veux attribuer dans la variable C1 que je suis en train de créer.
Tous les sujets hyperactifs étaient codés 1 dans la variable hyperactivité et nous venons de voir que dans C1, je veux qu'il soit codé -1. J'introduis donc -1 à droite et je clique sur Add pour valider la transformation. Tous les sujets qui étaient codés 2 dans la variable hyperactivité correspondaient aux non hyperactifs et dans C1, je souhaite qu'il soit codé +1. Pour cette raison, j'introduis 1 à droite et je clique sur Add. Je vais faire Continue et OK. Comme toujours, nous avons un petit message qui apparaît dans l'output nous signalant que la transformation a été faite et je vais aller vérifier dans le DataView que tout s'est passé correctement. Je constate que 5 sujets sont codés -1 sur la variable C1. Je vois bien que ces 5 sujets correspondent bien aux hyperactifs comme souhaité. Tous ceux qui ont été codés +1 sur la variable C1 correspondent à des sujets non hyperactifs. J'ai donc effectué tout à fait correctement le recode. À présent, voyons comment transformer les contrastes C2 et C3 en respectivement les variables W2 et W3. Voici la formule que nous avions vue qui permettait de faire ce genre de calcul. Pour chaque contraste, il était nécessaire de s'intéresser à chaque mesure répétée qui concerne un individu statistique et de pondérer chacune de ces mesures répétées par le contraste qui correspondait au groupe de cette mesure répétée. Ensuite, on additionnait tous ces scores pondérés. Cette addition était ensuite divisée par une racine carrée et sous la racine se trouvait l'addition du carré de tous les codes contrastes. Pour ces deux, puisque on a attribué le code +2 au groupe placebo et -1 au groupe qui correspond aux médicaments 1 et 2, nous nous retrouvons au numérateur avec 2 fois placebo moins médicament 1 moins médicament 2. Le tout sera divisé par la racine carrée de 2 au carré plus -1 au carré plus -1 au carré, soit la racine carrée de 6. Pour le troisième contraste, le groupe placebo se voit attribuer le code 0. Ça veut dire que le placebo n'apparaîtra pas dans le numérateur du calcul de W3. W3 sera donc une fois médicament 1 moins une fois médicament 2, le tout divisé par la racine carrée de 1 au carré plus -1 au carré. Petite précision, dans mon slide ici j'ai fait une petite erreur, j'ai noté C2 égale C3 égale alors que j'aurais dû noter W2 égale et W3 égale, bien entendu puisque c'est ça que nous sommes en train d'essayer de calculer ici. Nous allons faire cela tout de suite dans la base de données. Pour ce faire, j'y retourne. Je vais passer par le menu Compute pour créer ces variables dans la mesure où il s'agit de faire des transformations numériques sur les scores déjà présents dans la base de données. Je vais commencer par W2i. Pour ce faire, je me rends dans le menu Compute. J'indique bien au niveau du Target Variable que la variable que je veux créer est la variable W2i. Attention, n'oubliez surtout pas de changer le nom de la Target Variable, sinon, si vous ne faites pas attention, vous risquez d'écraser la variable WOI qu'on a déjà créée précédemment en remplaçant ces scores par les nouveaux scores sur base de l'expression numérique que nous allons introduire maintenant. Je viens de le réexpliquer, je vais m'intéresser aux 3 mesures répétées par individu statistique et je vais pondérer chacune de ces mesures répétées par le code contraste correspondant au groupe de la mesure répétée. Nous avions choisi pour ces deux les contrastes +2, -1, -1. Autrement dit, le groupe placebo doit être pondéré par 2, le groupe MED1 doit être pondéré par -1 et le groupe MED2 doit être pondéré par -1 également. Pas oublier les termes de multiplication. Et tous ces scores pondérés doivent être additionnés. Nous nous retrouvons donc avec 2 fois placebo, moins une fois médicament 1, moins une fois médicament 2. Vous pouvez vous faciliter la vie en écrivant directement 2 fois placebo, moins médicament 1, moins médicament 2. Il faut nécessairement placer toute cette addition entre parenthèses, parce que nous allons à présent diviser cette addition et que la division a toujours priorité sur les additions-soustractions, sauf s'il y a des parenthèses. Après avoir placé mes parenthèses, je divise le tout par une certaine racine carrée. Et en l'occurrence, la racine carrée que je vais utiliser sera 2 au carré plus -1 au carré plus -1 au carré, à savoir 6. Voilà ma variable W2i créée dans la base de données. Je vais à présent faire la même chose pour W3i.
variable pour laquelle nous avions choisi les codes 0, 1, moins 1. Dès lors, l'expression devient 0 fois placebo, où je peux supprimer le premier terme, plus une fois médicament 1, moins une fois médicament 2. Le tout sera divisé par la racine carrée de 1 au carré plus moins 1 au carré, soit la racine carrée de 2. Et voilà ma variable W3i qui a été calculée. Nous allons à présent utiliser toutes ces variables que nous voulons créer pour réaliser une série de régressions. Dans ces régressions, nous allons systématiquement placer l'une des variables W comme variable dépendante et le ou les codes C, en l'occurrence il n'y en a qu'un dans cet exercice, comme prédicteur. Je vais commencer par faire la première régression dans laquelle je vais placer C1 comme prédicteur et W0i comme variable dépendante. Je vous rappelle que lorsque nous avons créé W0i, nous avions simplement additionné toutes les mesures répétées et divisé le tout par la racine carrée de 3, ce qui veut dire que nous n'avons absolument pas pondéré les mesures répétées en fonction d'un certain code contraste. Le seul code contraste qui va dès lors intervenir dans toute cette régression, ce sera C1, qui pour rappel était le contraste se rapportant à l'effet du facteur inter-hyperactivité. Je me rends dans Analyze Regression linéaire. Comme annoncé, je vais placer C1 comme variable indépendante et W0i comme variable dépendante. Je valide le tout et je me retrouve avec une sortie ANOVA et surtout un tableau coefficients. La ligne constante, 43,879, me donne un score qui est exactement égal à la moyenne de toute la variable W0i. Si vous pensez bien à tout ce que nous avions vu dans les plans croisés et dans les plans nichés, cette moyenne de la variable W0i correspondra au β0 de notre analyse après transformation, c'est-à-dire lorsque nous repasserons de la métrique W à la métrique Y. La ligne C1 est celle qui se rapporte à l'effet principal de l'hyperactivité. Pour rappel, dans l'énoncé, nous n'avions pas défini spécialement d'hypothèse par rapport à cet effet principal de l'hyperactivité. Et pour cette raison, nous avions posé une hypothèse de type bilatéral. Pour analyser l'effet principal de l'hyperactivité, il n'est donc pas nécessaire de modifier la p-valeur. Nous nous rendons compte que la p-valeur 0.357 est bien au-dessus du risque alpha et que dès lors, nous sommes amenés à ne pas rejeter l'hypothèse nulle qui se rapporte à l'effet principal de l'hyperactivité. Tout ça est bien entendu tout à fait cohérent avec ce que nous avions vu dans la vidéo précédente lorsqu'on validait les hypothèses sur base de la méthode classique. Voici les équations des modèles compacts et augmentés qui se rapportent à cette première régression. Au niveau du modèle compact, la prédiction attendue pour W0i sera égale à la constante 43,879, ce qui correspond à la moyenne globale de tous les scores WOI calculés dans la base de données. Dans le modèle augmenté, l'estimation de WOI sera égale à cette constante, 43,879, moins 1,963 fois C1, dans la mesure où moins 1,963 est le coefficient associé au contraste 1. Pour repasser de la métrique W vers la métrique Y, nous allons devoir faire une opération mathématique. Pour rappel, nous avions utilisé pour calculer les scores W0 au dénominateur la racine carrée de 3. Et pour cette raison, pour passer de la métrique W à la métrique Y, il conviendra de diviser tous les coefficients exprimés en métrique W par la racine de 3. Ce qui me donne au niveau du modèle compact que l'estimation attendue de YOI est égale à 25,333 et au niveau du modèle augmenté, cette estimation attendue sera égale à 25,333 moins 1,133 fois le contraste 1. Remarquez que dans tous les cas, je n'ai pas mis de terme d'erreur parce que j'ai utilisé le symbole de l'estimation. Passons tout de suite à la deuxième régression. Cette fois, nous allons placer la variable W2i comme variable dépendante. Rappelez-vous que la variable W2i a été créée en pondérant chacune des mesures répétées par les codes contrastes qui se rapportaient à C2. Et C2 constituait la composante de l'effet principal du facteur médicament qui opposait le placebo d'une part aux deux médicaments d'autre part. Ça va être très important pour comprendre ce qui est étudié à travers cette deuxième régression. Je retourne dans le menu de la régression, je remplace W0i par W2i, je valide le tout, et voici la sortie coefficients qui est obtenue.
Vous le savez à présent, la constante dans le tableau Coefficients correspond toujours à la moyenne de la VD. Ici, la VD utilisée, c'est W de I. Et comme on l'a vu dans la partie sur les plans croisés, la moyenne de W de I est le coefficient qui est associé à ces deux. Autrement dit, si cette moyenne W de I est significativement différente de 0, ça veut dire que C2 est significatif et que donc la composante de l'effet principal du médicament qui oppose le placebo d'une part au médicament d'autre part est significative. Pour cette raison, cette première ligne est celle qui va me permettre de valider les hypothèses par rapport à ces deux. Attention, n'oubliez pas que nous avions précédemment posé des hypothèses de type unilatéral. Et dans la section sur les hypothèses, nous avions vu que l'on espérait que ces deux seraient plus grands que 0. Avant de toucher à la p-valeur, il faut bien s'assurer que c'est bien le cas. Je vais regarder le coefficient et je vois qu'il vaut 2,531, ce qui est bien positif, va donc dans le sens de l'hypothèse et pour cette raison, je dois bien penser à diviser par 2 la p-valeur associée à cette ligne. Je me retrouve avec une p-valeur de 0.011, ce qui est largement en dessous du risque alpha et m'amène donc à rejeter l'hypothèse nulle pour ces deux. Cette première ligne constante m'amène donc à comprendre qu'il y a un effet principal du médicament de type opposition entre le placebo et les médicaments, allant bien dans le sens que le temps de réaction est plus élevé dans le groupe placebo que lorsque l'on a pris l'un des deux médicaments. La ligne suivante non seulement prend en compte l'information de ces deux, puisque dans cette régression, on a utilisé W2 comme variable dépendante, mais elle prend en plus en compte l'information de C1. Il faut comprendre ici que ce qui est étudié à travers cette ligne sera le contraste qui prendra simultanément en compte l'information de C1 et de C2. Rappelez-vous, nous avions calculé C4 en multipliant les codes de C1 et de C2. Cela m'amène à comprendre que cette ligne me donne l'information relative à C4, à savoir la composante de l'interaction qui oppose le placebo d'une part au médicament d'autre part. Par rapport à cet effet, nous avions également posé une hypothèse de type unilatéral dans l'énoncé. En effet, on s'attendait à ce que la différence entre le placebo d'une part et les médicaments d'autre part ne soit significative que pour les hyperactifs, pas pour les non-hyperactifs. Si vous revoyez la vidéo sur les hypothèses, nous avions vu que nos attentes par rapport à C4 soit que le coefficient soit inférieur à 0. Ce qui est bien le cas. Les résultats vont donc bien dans le sens de l'hypothèse. Pour cette raison, je vais devoir diviser par 2 la p-valeur associée à C4. Je me retrouve donc avec une p-valeur de 0.011, ce qui est en dessous du risque alpha, et m'amène à rejeter l'hypothèse nulle de C4. J'en déduis que, effectivement, la différence entre le placebo d'une part et les médicaments d'autre part est plus marquée chez les sujets hyperactifs que chez les non-hyperactifs. Attention, nous sommes en train d'étudier l'interaction. Nous ne sommes pas encore en train d'étudier les effets simples. Je ne suis pas encore en mesure actuellement de spécifier que la différence entre le placebo et les deux médicaments n'est significative que pour les hyperactifs et qu'elle ne l'est pas pour les non-hyperactifs. Tout ça sera validé plus tard lorsqu'on fera la vidéo sur les effets simples. Voici les équations des modèles compacts et augmentés qui se rapportent à la deuxième régression, celle dans laquelle on étudiait la composante de la médication qui oppose d'une part le placebo aux deux médicaments d'autre part. Le modèle compact sera celui qui dira qu'il n'y a pas de différence attendue entre le placebo d'une part et les deux médicaments d'autre part, ce au niveau de l'effet principal qu'au niveau de l'interaction. Pour cette raison, on s'attendra à ce que tous les coefficients soient nuls au niveau du modèle compact et nous prédirons W de I sur base de l'équation égale à 0. Au niveau du modèle augmenté, on s'attendra à ce que nos contrastes C2 et C4 apportent significativement quelque chose au modèle. Et pour cette raison, notre prédiction de W de I sera égale à 2,531, ce qui correspond à la constante, nous l'avons vu, c'est le coefficient associé à C2, moins 2,531 fois C1, et nous avons vu que cela correspondra donc à C4. Pour passer de la métrique W à la métrique Y, nous devrons opérer une transformation arithmétique sur nos différents coefficients, et dans la mesure où W2 avait été calculé en utilisant au dénominateur la racine carrée de 6, nous utiliserons à nouveau cette racine carrée pour trouver la valeur de nos coefficients exprimés dans la métrique Y. Dans le modèle compact, 0 sur racine de 6, ça reste 0.
Dans le modèle augmenté, je divise mes deux coefficients par racine de 6 et j'obtiens dès lors que la prédiction de y de i sera égale à 1,033 moins 1,033 fois C1. Passons à la troisième et dernière régression, celle dans laquelle nous placerons W3i comme variable dépendante. Je retourne pour la dernière fois dans le menu, je remplace W de i par W3i dans la section de la variable dépendante et je valide le tout. Le raisonnement est très similaire à la régression précédente. Nous venons de placer W3i comme variable dépendante, or W3i était une variable dans laquelle on pondérait les mesures répétées en fonction des codes contraste de C3. C3 étant la composante de l'effet du médicament qui opposait médicament 1 d'une part à médicament 2 d'autre part. Voici les équations des modèles compacts et augmentés de la troisième et dernière régression. Au niveau du modèle compact, on s'attendra à ce qu'il n'y ait pas de différence entre les deux médicaments, ce tant au niveau de l'effet principal qu'au niveau de l'interaction. Pour cette raison, on s'attendra à ce que les coefficients C3 et C5 soient tous les deux nuls, et l'équation du modèle compact prédira pour W3i un score égal à 0. Au niveau du modèle augmenté, je m'attendrai à ce que mes prédicteurs associés à C3 et C5 apportent tous les deux significativement quelque chose au modèle, et dès lors, la prédiction de W3i est égale à 0,283 moins 0 fois C1. Si je transforme ces équations pour les exprimer dans la métrique Y, je vais devoir opérer une transformation arithmétique qui consistera à diviser chacun des coefficients par la racine de 2 dans la mesure où nous avions utilisé au dénominateur du calcul de W3 cette fameuse racine de 2. Pour le modèle compact, 0 divisé par racine de 2, ça reste 0. Pour le modèle augmenté, je divise les coefficients 0,283 et 0 par racine de 2 et j'en déduis que je tenterai de prédire y3i sur base de l'équation 0,2 moins 0 fois C1. Le coefficient 0,283 correspond à la moyenne globale de tous les scores W3i. Comme nous avons rappelé que la variable W3 était calculée en pondérant les mesures répétées sur base des codes contraste de C3, cela me mène à comprendre que cette moyenne ici correspond au coefficient associé à C3. Et pour cette raison, la ligne constante me donnera cette fois l'information qui permettra de valider l'hypothèse par rapport à C3, à savoir la composante du médicament qui oppose les médicaments 1 et 2. Pour rappel, nous avions posé une hypothèse de type bilatéral pour ce contraste. En effet, cela ne correspondait pas à une attente du chercheur d'observer une différence entre le médicament 1 et le médicament 2 en termes de temps de réaction. Je ne touche dès lors pas à la p-valeur, et puisque ma p-valeur vaut 0,641, j'en déduis que, étant au-dessus du risque alpha, je ne rejette pas l'hypothèse nulle par rapport à C3. Nous ne pouvons donc pas mettre en évidence de différence en termes de temps de réaction entre le médicament 1 et le médicament 2 au niveau de l'effet principal. De manière très similaire à la régression antérieure, la ligne C1 correspondra à un contraste contenant simultanément l'information associée à C1 et l'information associée à C3, puisque W3 est la VD de mon analyse. Or, nous avions vu que C5 était le contraste pour lequel les coefficients étaient obtenus en multipliant les codes contraste de C1 avec ceux de C3. Dès lors, je suis en train d'étudier à travers cette dernière ligne l'effet de C5, à savoir la composante de l'interaction qui oppose les deux médicaments. À nouveau, nous avions posé des hypothèses de type bilatéral pour ce contraste, dans la mesure où cela ne correspondait pas à une hypothèse du chercheur. Il ne faut donc pas toucher à la p-valeur fournie par le programme. Cette p-valeur est très proche de 1. Je vous rappelle, comme sur la vidéo précédente, qu'au niveau des normes épiées, vous n'écrirez jamais p égale 1. Une p de 1 n'existe pas. On écrira donc p supérieur à 0,999. Quoi qu'il en soit, étant au-dessus du risque alpha, nous sommes amenés à ne pas rejeter l'hypothèse nulle qui se rapporte à C5. Et voilà qui nous amène à valider toutes les hypothèses du chercheur.